Merci à nos trois intervenants sur le dernier thème. Et donc, il me revient d'intervenir pour cette fin de première journée sur l'évaluation en classe au service de l'apprentissage des élèves. Et je retiendrai 4 points. La diversité des formes d'évaluation en classe, ce qui a changé depuis la conférence de 2014 du ministère de l'Éducation, les représentations de l'évaluation par les acteurs, enseignants, élèves, parents et leurs effets, et puis une réflexion globale à laquelle nous venons d'être invités sur sélection et inclusion. Premier point, la diversité des formes d'évaluation en classe. D'emblée, Fabrizio Butera nous a rappelé que l'évaluation n'est pas un exercice neutre qui consisterait seulement à quantifier et qualifier les mérites de la production d'un élève, et selon le type d'évaluation, normative, formative et sa fonction, sélectionnée ou formée, elle a des effets psychosociaux sur les élèves et aussi sur les enseignants. En effet, l'utilisation d'une forme d'évaluation plutôt qu'une autre active des représentations différentes de l'école, et ce à 3 niveaux: motivation intrinsèque et autonomie, compétences sociales et égalité des chances. Il démontre comment, face à des copies identiques, l'évaluation peut être biaisée socialement selon qu'elle doit assurer une fonction de sélection ou de formation. Lucie Motier-Lopez nous rappelle l'étymologie du mot évaluer, faire ressortir la valeur de. Très important. Elle considère que les 2 catégories formatives et sommatives sont trop réductrices pour rendre compte de la pluralité des buts et des fonctions de l'évaluation en classe. Elle a présenté les fonctions plurielles de l'évaluation des apprentissages des élèves et certaines proximités entre elles. Je ne vais pas les reprendre, mais elle souligne que ces distinctions conceptuelles restent peu opérationnelles dans les pratiques en classe pour les enseignants qui tendent à ne pas les différencier, parce que toute évaluation qui ne débouche pas sur une note n'est pas considérée comme une évaluation, ou que les fonctions formatives et sommatives par rapport à certificatives sont considérées comme inconciliables. Elle plaide pour des approches plus intégratives et plus collectives, et c'est revenu souvent dans les exposés, en rappelant que c'est surtout la finalité éducative qui compte. Alors qu'est-ce qui a changé, si quelque chose a changé dans l'évaluation en classe depuis la conférence du ministère de l'Éducation nationale en 2014 ? Brigitte Hazard a dégagé les principales évolutions en matière de politique évaluative depuis cette conférence et elle a notamment souligné les incidences sur l'évaluation de la création du socle commun de compétences, de connaissances et de culture en 2013. La DGESCO a produit des documents d'accompagnement pour évaluer les acquis du socle commun pour l'école primaire et pour le collège. Certes, les évolutions au lycée ont été plus tardives en lien avec la réforme engagée en 2018, avec la définition d'un projet d'évaluation possible pour l'établissement par l'établissement. Mais les ressources disponibles sur EduScol ne sont quasiment pas utilisées, nous a-t-elle dit. 2 grands blocages idéologiques demeurent et restent à lever. Tout d'abord, la note, cette fichue note qu'on traîne depuis l'école primaire jusqu'à notre vie professionnelle. Ben oui. Donc la note comme héritage de l'élitisme républicain, perçu comme garante d'une école exigeante. L'évaluation par compétences, faussement comprise comme une alternative à l'utilisation de la note. Et Brigitte Hazard nous a invités à nous éloigner de la logique de la moyenne qui ne rend pas compte des compétences de l'élève, puisque un 2 dans un domaine peut être compensé par un 8 dans un autre, et donc nous ne sommes pas renseignés au final par la note de 10 sur les compétences et l'hétérogénéité ou pas des compétences de l'élève. Elle invite aussi à encourager la diversité des modalités d'évaluation, notamment l'auto-évaluation et l'évaluation augmentée par le numérique, par exemple en temps réel,
en construisant collectivement l'évaluation et en étant attentif à ses effets auprès des enseignants, des élèves et des parents, de ce qu'ils peuvent ressentir aussi de ces évaluations. Sophie Genelot s'est attachée à rendre compte des pratiques quotidiennes des enseignants en matière d'évaluation, après avoir observé en 2017 13 classes d'élémentaire de collège aussi, et s'être entretenue ensuite avec les enseignants. Elle montre que l'évaluation occupe près de la moitié du temps d'enseignement, 48,5%, nous dit-elle en moyenne, et ce temps augmente du cycle 2 au collège, avec des variations selon les disciplines. Elle a souligné la grande diversité des situations évaluatives, formelles et explicites pour les élèves en cours ou en fin de séquence, c'est à peu près 35%, interactifs simultanés, 35%, ou différés, un peu moins de 30%, plus ou moins informels, concernant un élève ou plusieurs successivement, ou l'ensemble de la classe. Certes, évaluer fait partie de l'enseignement, mais si on évalue beaucoup, a-t-on vraiment le temps d'enseigner ? Les situations formelles explicites visent surtout la validation des compétences des élèves en référence aux normes visées par les programmes. À l'inverse, les situations évaluatives interactives simultanées relèvent essentiellement d'une évaluation pour l'apprentissage en permettant une adaptation immédiate de l'action de l'enseignant aux difficultés rencontrées par les élèves. Mais la nature des feedbacks qui leur sont adressés lors de ces situations est déterminante pour assurer un réel soutien à l'apprentissage des élèves. Ça aussi, je crois que c'est un élément fort qui est à retenir. Alors, qu'en est-il des représentations de l'évaluation par les acteurs et leurs effets ? Selon Sophie Genelot, il semble que ce soit les évaluations les plus formelles qui occupent les réflexions des enseignants, alors que les pratiques plus informelles sont moins conscientisées, bien que plus fréquentes. Dès lors, comment faire évoluer des pratiques qui ne sont qu'en partie conscientisées, comme évaluatives par les enseignants eux-mêmes, et faire porter l'attention aux choix qu'ils opèrent dans leurs interactions avec les élèves. On l'a vu aussi dans une intervention sur le troisième thème concernant les enfants en maternelle. Qui parle, qui peut parler et à qui parle-t-on dans la classe ? Qu'en est-il des représentations des parents et des élèves ? Stéphane Benny a examiné leur perception de l'évaluation à travers des entretiens semi-directifs à leur domicile, en considérant le niveau scolaire des élèves en difficulté, moyen ou en réussite. C'était 14 élèves de primaire et de collège et 10 élèves de grande section de maternelle et leurs parents qui ont été interrogés. Les parents n'ayant que peu accès aux situations évaluatives interactives de classe se concentrent davantage sur les situations évaluatives formalisées, explicites. Elles servent de référence à certains pour guider leurs enfants en les préparant à comprendre les attendus des professeurs en termes d'évaluation, quelle que soit la modalité, avec ou sans notes. Et comme quelqu'un l'a dit, même quand il n'y a pas de notes, on arrive à bidouiller avec les icônes, les images, les couleurs pour retraduire ça en notes. Ça nous manquerait tellement. Et le travail pédagogique parental quotidien autour des devoirs à la maison, thème récurrent quand on interroge les parents, la société sur l'éducation et les inégalités, et on l'a vu encore, bien entendu, avec la pédagogie à la maison, quand il a fallu que les parents s'improvisent enseignants pendant la période Covid, tout cela crée évidemment de potentielles inégalités. Alors, qu'en est-il en effet des représentations, notamment en termes de motivation ? Fabien Fenouillet a interrogé la relation entre évaluation et motivation et comment se forge la valeur de bonnes ou mauvaises notes dans l'esprit des élèves selon leur niveau d'aspiration. Ceux qui ont pour objectif d'éviter d'avoir une mauvaise note ou une mauvaise performance vont avoir des scores plus faibles que ceux qui recherchent la performance. Certains élèves qui s'intéressent davantage à leur progression dans les apprentissages plutôt qu'à la note vont mieux réagir à l'échec. Et forcément, apprendre, c'est difficile, et forcément, en apprenant, on rencontre des échecs. Donc, comment arriver à les dépasser ? L'orientation vers un but d'apprentissage ou de performance est liée à la conception qu'a l'élève de sa compétence et de l'intelligence,
J'ajoute que cette conception se forge dans les premières instances de socialisation que sont la famille et l'école, dans les interactions avec les adultes de référence pour les enfants, à savoir d'abord les parents et aussi les enseignants. Est-elle fixe, cette conception, innée ou au contraire malléable, pouvant s'améliorer avec le temps? En fonction de ces conceptions, les élèves ne vont pas expliquer les réussites et les échecs de la même façon. Dans le premier cas, ce qui est appelé une conception fixiste, ils ont davantage tendance à se décourager. Et les fréquentes évaluations en classe, on l'a vu, induisent un effet d'attente qui peut être problématique si l'élève s'attend régulièrement à échouer. Alors il baisse les bras, il attribue ses échecs à son manque d'intelligence et à quoi bon continuer à faire des efforts, puisque de toute façon quand j'en fais, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle effectivement la résignation apprise. Le contrôle induit par une évaluation centrée sur la performance, avec la mise en place d'une compétition, et même avec une récompense, peut aussi impacter négativement l'intérêt de l'élève pour l'activité. Et n'est-ce pas cela qui est fondamental ? Pascal Pansu a prolongé l'analyse des liens entre évaluation, perception que les élèves ont d'eux-mêmes et les progrès, les élèves n'ayant pas toujours une évaluation réaliste de leurs compétences scolaires, qu'elles soient biaisées négativement ou positivement. Une illusion d'incompétence est délétère sur le plan des apprentissages et du bien-être, alors qu'une surévaluation de ces compétences s'avère plutôt bénéfique en protégeant les élèves des émotions négatives, de l'anxiété, voire de symptômes dépressifs, symptômes fréquents, comme l'a montré une consultation UNICEF France en 2021, que nous avons analysé avec des collègues par ailleurs, auprès de 25 300 jeunes, et que je vous invite à consulter sur le site de l'UNICEF. Même s'il s'agit d'un biais, la surévaluation de leurs compétences les pousse aussi à avoir des ambitions et une plus grande motivation qui se traduisent dans les résultats scolaires et la progression en cours d'année. J'ai vu moi-même il y a longtemps, j'en parlais avec Pascal Pansu tout à l'heure, que dès la maternelle, il y a ces biais d'auto-évaluation et que les petits garçons ont souvent tendance à s'évaluer, à se surévaluer, mais ça leur profite plutôt dans la chute. Donc ces résultats invitent à réfléchir aux gestes professionnels à mettre en place pour prévenir une auto-évaluation biaisée négativement et sur différentes propositions pour restaurer la confiance des élèves. Par exemple, manifester des attentes claires sur ce qu'ils doivent faire, procéder par petites étapes avec des buts proches, être vigilant à propos de la manière dont ils explicitent leur réussite ou leur échec, les rassurer, centrer les feedbacks sur la tâche et non sur les capacités des élèves, référer les élèves à leurs progrès plutôt qu'aux performances des autres, dont on a vu les problèmes que cela pouvait poser, leur permettant ainsi de mettre en place des stratégies d'autorégulation adaptées aux objectifs fixés. Et dernier point, pour ma part, autour des questions de sélection et d'inclusion, et une invitation à une réflexion globale sur les inégalités. Nous savons que la France est le pays de l'OCDE où les inégalités sociales de réussite scolaire sont les plus fortes. En quoi l'évaluation en classe y contribue-t-elle? Sébastien Goudot a interrogé les effets des interactions évaluatives sur les élèves en termes d'inégalité, compte tenu des stéréotypes sociaux bien connus qui ne reposent sur aucune réalité scientifique. Les enfants de classe populaire seraient moins intelligents et moins travailleurs que ceux des milieux aisés. Les filles seraient moins bonnes en maths que les garçons. Et ces stéréotypes affectent les performances des élèves en engendrant du stress délétère pour les performances intellectuelles. La comparaison sociale est omniprésente chez les élèves. Savoir ce que l'on vaut, savoir si on est bon, ne se conçoit souvent qu'en référence aux autres. Voir ou imaginer quelqu'un réussir mieux que soi